Serge Ticheron, bonjour. C'est vraiment un plaisir pour moi et un privilège. Je n'hésite pas à le dire de vous accueillir, de m'entretenir avec vous au début de cette journée d'hommage à vous et à votre œuvre, dont les archives, c'est la raison de cette journée, dont les archives sont entrées récemment dans les collections de la Bibliothèque nationale de France, c'est-à-dire dans les collections publiques, c'est-à-dire dans les collections de l'État. Ça vous fait pas trop peur? J'ai affaire à lui en d'autres circonstances. D'accord. Alors peut-être quelques mots sur ce rapprochement, avec beaucoup d'humilité, parce que je ne suis en rien, je vous le dis franchement, spécialiste de l'œuvre de Serge Ticheron, mais peut-être vous raconter l'itinéraire de ce don, et puis on y reviendra parce que nous nous sommes convenus d'essayer de parler de cela, de cet acte, qui est un acte très important pour les auteurs, les créateurs, les intellectuels. Pour ma part, moi je suis entré dans vos travaux de recherche, je vous l'avais dit, par la photo, hein, ce livre, Le mystère de la chambre claire, je crois, à la fin des années 90, sur l'inconscient et la photographie, qui m'avait vraiment impressionné, parce que c'était pour moi un sujet finalement, enfin, je ne vais pas épiloguer, mais l'inconscient dans la photographie est une dimension que je crois vraiment majeure. Et puis j'ai tiré le fil à partir de ce livre, et je me suis rendu compte que vous aviez un parcours d'intérêt, d'objets d'études très très large, la bande dessinée évidemment, le cinéma, plus récemment le jeu vidéo, et puis il y a un effet d'extension de vos champs de recherche, et vous êtes devenu, je crois, un des penseurs très importants du numérique, de l'Internet. Bien sûr, il y a eu cet ouvrage sur l'intimité surexposée qui a aussi marqué. Et donc je me suis souvent dit par le passé, je dois dire au public que je suis à la bibliothèque depuis un certain temps déjà, je me suis souvent dit par le passé qu'il était très souhaitable que la Bibliothèque nationale s'intéresse à vos archives, à votre œuvre, d'abord par ces objets d'études, hein, dont on a déjà eu l'occasion de parler, qui sont très larges et qui sont spécialement intéressants parce que, du point de vue d'une certaine image qu'on peut avoir de la Bibliothèque nationale, c'est pas, je dirais, à la marge, sont devenus des formes culturelles majeures, hein, le jeu vidéo, la photo, la bande dessinée. Mais c'est vrai que nous avons encore des publics qui croient que nous sommes vraiment dans la littérature classique, ou les expressions les plus traditionnelles des formes d'expression. Donc ces objets d'études très divers, ce côté, je ne sais pas s'il faut dire interdisciplinaire, mais transdisciplinaire, où on ne perd jamais son temps d'écouter des psychiatres sur la création et sur le monde contemporain. Le fait qu'il me semble que dans votre œuvre, il y a une interprétation de plus en plus consolidée de ce qui est aujourd'hui notre quotidien, le monde contemporain. Donc ça, pour la bibliothèque, c'est un point très très important. Et puis je dois dire aussi de façon sous-jacente qu'il y a des formes de connivence ou des affinités. Je pourrais évoquer Michel Jaffrenoux, le vidéaste sur lequel nous avons fait une exposition assez récemment, Nathalie Baucher-Lenoir, Jean d'Image. Je disais à Nathalie que j'étais très heureux de la retrouver un peu par hasard, parce que je suis très ignorant de ces connexions, mais Jean d'Image est une association qui a toujours été accompagnée par la Bibliothèque nationale. Je mentionnerai également Didier Anzieux. Là aussi, je ne sais pas si vous le saviez ou si ça a joué un rôle, mais Didier Anzieux, qui était votre directeur de thèse, psychanalyste très important, auteur d'un ouvrage formidable sur Samuel Beckett, a donné, enfin c'est sa veuve qui a donné ses archives à la Bibliothèque nationale de France en 2014. Donc il y a comme ça des sous-jacences, des signes qui fait qu'il paraissait complètement légitime, et je crois très très heureux, de
d'intégrer, de faire entrer vos archives à la Bibliothèque nationale de France. Et vraiment, je voulais publiquement vous en remercier, parce que je crois que ça intéressera beaucoup les chercheurs. De ce dont il faut peut-être dire quelques mots, je ne sais pas si c'est connu, mais ce fonds dont vous allez peut-être nous dire quelques mots a été divisé entre deux départements. L'un qui est un des cœurs de la bibliothèque, c'est le département des manuscrits, où on a rassemblé les manuscrits de vos travaux, vos cahiers d'analyse, vos recherches, beaucoup de coupures de presse également sur vos travaux. Et puis la partie image, pas seulement photos, parce qu'il y a un peu de tout, des photos, des dessins, également des préparations d'expositions, notamment celle que vous aviez faite sur le flou à Arles. Tout ça est entré au département des estampes et de la photographie, qui évidemment conserve les grands photographes du passé et du monde contemporain. Donc ce dont il est entré, il est maintenant dans nos magasins, et nous avons souhaité avec vous l'avez accepté, donner une forme de manifestation publique autour de ce don, encore une fois pour vous témoigner notre reconnaissance, qui est cette journée d'études et d'hommage qui a été conçue avec vous, enfin peut-être même par vous, je ne sais pas tous les détails. Donc vous voulez peut-être nous dire un mot, parce que je crois que vous souhaitiez lui donner une forme particulière, un peu particulière. Merci beaucoup d'abord de niveau crâne de cette magnifique rencontre que vous avez permis de faire aujourd'hui. Alors, j'essaie toujours de donner une forme un peu particulière à tout ce que je fais. Donc, je me suis dit, voilà, il faut donner une forme un peu particulière. Donc, le déroulé de cet après-midi, il suit un petit peu un déroulé chronologique de ce que j'ai fait. On commence par mes centres d'intérêt les plus anciens, les gens avec lesquels j'ai travaillé, donc les secrets de famille notamment, jusqu'à s'approcher des plus récents, c'est-à-dire bien sûr la robotique et le numérique, et que devient l'homme dans tout ça. Mais alors, je voulais aussi vous remercier doublement, et remercier au-delà de vous la BNF, parce que déjà d'avoir accepté mon don et d'avoir permis cette journée, mais aussi parce que vous m'avez invité à réfléchir à ce qui se passe quand on fait un don, parce que ça remue quand même, hein, je veux dire. D'ailleurs, au début, j'avais intitulé un legs. Et vous voyez, et puis quelqu'un m'a dit non, legs, c'est après la mort, donc non. Vous voyez la difficulté pour moi. D'ailleurs, dans mon entourage, les gens disaient non, n'accepte pas, c'est la fin pour toi. Donc j'ai compris qu'un don, c'était pas un legs. Mais j'ai été très content de réfléchir de quoi ce qui se passait pour moi, parce que, vous savez, d'ailleurs, dans la continuité d'Il y a en Dieu, j'ai eu l'occasion de réfléchir à ce qui se passe d'abord quand on crée quelque chose, à un moment de la création, et ce qui se passe quand on décide de rendre sa création publique. Pour ça, Dieu en Dieu m'a mis une pied à l'étrier, on en avait beaucoup parlé ensemble. Donc quand on crée quelque chose, quand on fait sortir quelque chose de soi, il y a de grandes inquiétudes. Hein. L'inquiétude de la page blanche, elle est bien connue. Puis aussi, parfois, l'angoisse de découvrir des monstres qu'on n'aurait pas cru présents à l'intérieur de soi, puis tout d'un coup, qui sortent de soi. Donc il y a des gens qui s'en fait peur. Puis il y a des gens qui gardent tout ça sous le coude. Puis il y en a d'autres qui décident de le rendre public. On a de nouvelles inquiétudes. Hein. Est-ce que ça va trouver un écho? Le pire, c'est que ça soit comme une pierre jetée dans un puits. Voilà, on entend dingue, et puis c'est tout. Et puis l'autre inquiétude, c'est que plein de gens vous tombent sur le dos en disant c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça, ça a déjà été fait, on peut faire mieux. Voilà. Et donc, je n'avais jamais pensé qu'il y avait un troisième moment. C'est le moment où on rentre aux archives. Et alors là, je me suis dit, finalement, c'est un peu pareil, parce que on accepte aussi le regard, on accepte beaucoup plus explicitement le regard de la postérité, et qu'on accepte aussi que des gens qui ne sont jamais forcément intéressés à ce qu'on fait, sur des historiens, des sociologues, peut-être s'y intéressent un jour, on ne sait jamais. Voilà. Et donc, du coup, nouvelles inquiétudes, voilà. Et comme je le disais quand on avait un peu parlé, je me suis dit, finalement, il y a peut-être trois manières de réagir à ça. Alors la première, je dirais, c'est le confiant, c'est-à-dire je vous donne tout, voilà, prenez tout, c'est là, c'est dans ma cave, c'est mon débarras, vous prenez tout, voilà.
Et puis il y a le méticuleux, celui qui dit, ah ben ça, il ne faut peut-être pas le donner, il faut peut-être le garder pour ma famille, ou il faut le tenir à l'écart de la postérité, notamment pour des courriers personnels, voilà, le méticuleux. Et puis, je crois que j'appartiens à une troisième catégorie, c'est le curieux. Alors, je me suis dit, je fais un don. Alors, d'ailleurs, au début, quand ça m'a été proposé, on m'a dit, mais vous avez quelques boîtes? J'ai dit, oui, je dois en avoir 3-4. Alors, on sait combien il y en a. Et donc, je suis allé dans ma cave, je suis dans mon débarras, je suis trouvé plein de boîtes que j'ai remontées. Et puis, je commençais à sentir les choses. Je dis, je vais quand même essayer de classer un peu tout ça, voilà. Puis c'est là que j'ai retrouvé des vieux dessins, des vieux poèmes. Moi, j'avais complètement perdu le souvenir. Je me dis, mais bon sang, t'as gardé ça, c'est fantastique. Voilà, donc je voulais vous en remercier parce que ça m'a, comme je n'appartiens pas à la première catégorie, j'ai décidé de mettre mon nez dans mes affaires. Et comme je l'ai fait comme un psychanalyste peut le faire, quelqu'un qui est soucieux de son histoire, et du coup, ça m'a permis de découvrir un tas de choses sur moi-même. Il y a effectivement... nous avons, nous, une grande habitude des dons, hein, des dons réticents, des dons difficiles, des dons qui sont vécus comme des abandons, qui sont vécus comme des renoncements. Et comment ça s'est passé pour vous parce que vous avez été sollicité par des intermédiaires qui vous avez remercié, vous vous êtes tout de suite dit pourquoi pas, ou ça a été un long chemin avant de pouvoir vous détacher de ces papiers, de ces œuvres? Non, j'ai pas eu de peine à m'en détacher physiquement, mais j'ai tenu à en garder le souvenir. Je me suis dit, voilà, c'est vrai, bon, c'est deux documents que je perds, donc si je veux un jour les consulter, ça va être très compliqué, et je sais bien que je ne vais pas... un peu compliqué. Voilà, donc... Je ne corrige pas, il n'y aura pas de polémique. Enfin, vous me demandez mon sentiment, donc je ne tiens pas le discours d'objectivité, donc je ne me suis pas dit en toute objectivité ça sera compliqué, je me suis dit subjectivement ça risquerait peut-être. Et donc c'est comme ça que j'ai vécu, mais je me suis dit il faut absolument que j'en ai le souvenir, je ne peux pas laisser partir ces trucs. Une fois tant que c'est chez moi, je peux les regarder. Quand ça sera plus chez moi, je peux les regarder, mais ça sera une démarche. Il faut vraiment que je cherche quelque chose de précis. Donc d'abord, il faut que je vois qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes. Donc du coup, j'ai tout ouvert, j'ai tout épluché, j'ai essayé de tout classer. Donc ça m'a demandé d'ailleurs beaucoup, je dirais pas du temps bien sûr, mais aussi d'accepter les surprises, de choses dont j'avais plus aucun souvenir. Et donc voilà, le détachement, mais c'est fait je ne sais pas s'il faut dire le prix, mais j'ai conçu ce détachement comme un moyen de repasser ma vie finalement au fil de ces archives. Mais une fois que c'est fait, eh ben, je ne peux qu'être très content d'avoir eu cette occasion. Donc le fait que mes documents soient partis ne me pèse pas. Mais encore une fois, je suis très heureux d'avoir pu faire ce travail de mémoire sur mes propres documents. D'accord. Et ces archives, elles étaient un petit peu classées, où là aussi on a tous les profils, on a les désordonnés, les bordéliques même, on peut dire, et puis les personnes qui nous remettent des choses déjà organisées. Oui, alors c'était classé par grosse boîte. Donc dans chaque grosse boîte, c'était la pagaille. Mais c'était à peu près classé par année, par grosse boîte. Enfin, à peu près. Voilà. Ou par catégorie de documents, mais un groupe de travail avec des sociologues à la demande de la MIR dans les années 1980, mes archives de mes études médicales, donc c'était des boîtes. Mais dans chaque boîte, c'était la pagaille. Donc du coup, comme il y avait des documents des autres et des documents à moi, il fallait quand même que je cherche pour essayer de retrouver un peu le fil de ce que moi j'avais raconté dans ces années-là. Il y a une caractéristique aussi dans ce don à une bibliothèque, c'est une forme de transfert, de transmission, c'est-à-dire que le public ne le sait pas toujours, mais il y a une forme d'obligation, hein, quand on donne à la bibliothèque, de mettre ces documents. Nous tolérons quelques réserves de communication, notamment sur ce que vous évoquiez, les sphères privées, etc. Je pourrais vous donner de nombreux exemples où certains auteurs demandent à ce qu'on ne communique pas certains papiers avant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça peut être très long, mais il y a une forme d'acceptation, d'engagement que ce fonds puisse consulter. Donc par rapport à cette notion, c'est-à-dire que peut-être pas n'importe qui, mais assez facilement tout de même, si vous me le permettez, on peut aller au département des manuscrits, au département des estampes et demander à voir les dessins
ou voir les travaux de recherche de Serge Tisseron. Ça vous fait quel... C'est important pour vous, ou comment vous voyez ça? Y compris de gens que vous ne connaissez pas du tout. Enfin, ça devient une forme publique, mais à la différence de la forme éditée, là c'est l'atelier de travail qui est... Non, j'ai toujours eu à cœur de rendre public mes travaux, toutes les formes, y compris celles qui engagent mon intimité, comme vous savez. Et donc non, ça ne me gêne pas du tout parce que de toute façon, chacun portera son propre regard sur ce que j'ai fait. Hein. Et moi d'ailleurs, mon regard sur ce que j'ai fait a changé, puisque c'est ça qui m'a finalement bouleversé en retrouvant des documents pourtant que j'avais écrits, que j'avais dessinés, mais à l'époque je m'intéressais peut-être à la manière dont le trait était fait, le gras, le pas gras, la couleur et tout. Et en les revoyant, j'ai vu que ça témoignait de beaucoup d'autres choses. Donc le regard que je porte en 2018-2019 sur des dessins des années 1970, c'est un regard qui a complètement changé. Si je l'avais regardé en 2000, j'aurais sans doute aussi porté un regard différent. Que des gens portent encore un regard différent, c'est ce qu'on appelle l'œuvre ouverte, hein, c'est-à-dire elle continue à vivre. Au contraire, je pense qu'il faut que les œuvres vivent, mais pour qu'elles vivent, il faut que constamment des gens différents portent un regard différent. Sinon, elles ne vivent pas. Les œuvres ne sont vivantes que du regard que les gens portent sur elles. Donc au contraire, je suis ravi que ça puisse être librement accessible et grâce à la numérisation, même peut-être librement accessible pour des gens qui pourront consulter chez eux s'ils en ont envie. Et donc c'est ce classement de vos archives, cette réinterprétation de vos archives qui est notamment à l'origine de votre dernier livre, Mort de honte, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Enfin, c'est un livre très, très fort, on y apprend des choses quand même qui sont très, très intimes, et c'est à l'occasion de ce travail que... Alors, vous savez, ça fait un moment que c'est difficile à dire. Je ne peux pas tellement vous dire maintenant avec le recul si j'ai commencé à réfléchir à mon histoire plus précisément à partir du moment du don, à partir du moment des archives. Je pense quand même que oui. Et donc, comment dire, des choses que j'ai retrouvées dans les archives m'ont fait dire, mais j'ai vécu des trucs qui pourraient expliquer pourquoi je me suis intéressé à la honte si tôt. Quand même, il ne faut pas oublier qu'en 1992, j'ai écrit aux éditions du Mot un livre qui s'appelait La honte, et ça s'appelait, il y avait un sous-titre, ça s'appelait Psychanalyse d'un lien social. Il faut bien comprendre que si la psychanalyse était à la mode à l'époque, le lien social ne l'était pas. Le lien social, c'est venu après les années 92, 95, 2000. Et donc, j'avais tenu à écrire ce livre pour dire, la honte, c'est pas un truc perso, c'est un truc vraiment que vous vivez en lien avec d'autres. Beaucoup dans la famille, on en parlait dans un quart d'heure, 20 minutes, autour de l'importance de la famille. Et donc, après, j'ai eu d'autres occasions de m'intéresser à la honte, mais je n'avais jamais pris ce problème précisément du point de vue de mon histoire. J'avais fait, d'ailleurs c'est très intéressant, j'avais utilisé les bouleversements intérieurs que j'avais vécu enfant comme un levier de force pour m'intéresser, qui me permettant, me poussant, pas comme un levier de force, mais comme une incitation à travailler sur la honte, mais en tenant soigneusement de côté tout son aspect personnel. J'avais utilisé toutes les émotions que j'avais vécues autour de la honte, émotions intimes, personnelles, j'avais vécues autour de la honte, comme un levier pour être un livre théorique, mais je ne m'étais jamais intéressé à l'aspect personnel de la honte familiale. Et donc c'est là, en retrouvant dans les archives, dans mes papiers, des poèmes et des dessins que tout d'un coup j'ai vu tout à fait différemment. Je les ai vus comme un vieux psychanalyste et plus comme un jeune étudiant. Et du coup, je me suis dit, mais il y a là quelque chose de très important. Et je ne dirais pas que j'ai commencé à réfléchir, je dirais que ça a commencé à s'organiser pour moi à mon insu, ça a commencé à prendre forme. Et je me suis dit, c'est le bon livre à écrire au bon moment, quoi, parce que c'est une manière pour ma famille, pour mes proches, pour mes enfants, pour les gens qui peuvent être curieux de la dynamique qui m'a porté, c'est une occasion parfaite de commencer à en témoigner. Voilà. Mais le starter a bien été en effet les documents que j'ai trouvés dans mes archives. Très bien. Écoutez, merci en tout cas pour cet échange. Encore merci pour cette générosité à l'égard de la bibliothèque et à l'égard des générations futures. Et je vais donc passer la parole à Nathalie. On va vous applaudir peut-être.